Bonjour, je suis Maître Willy Eloi, chargé de monitoring à la coordination nationale de l'ONG APEM. APEM qui est l'action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées. Alors, vous venez de faire une présentation tout à l'heure. Pouvez-vous nous faire un résumé de ce qu'a été votre présentation? Ma présentation était axée sur les éléments de la définition des AMC. L'AMC aujourd'hui qui est comprise comme les autres mesures efficaces de la conservation. Et donc, qui est un processus porté par les organisations des peuples autochtones pygmées qui, n'est-ce pas, ont demandé à ce que l'on puisse reconnaître les efforts des communautés locales à la conservation in situ. Pour vous rappeler que pour les efforts de la conservation, on misait seulement sur les aires protégées. Les objectifs d'Aichi et tout était axé sur ce qui s'est fait, la conservation qui s'est fait dans les aires protégées gérées par l'ICCN. Aujourd'hui, avec le nouveau cadre mondial post-2020 qui venait d'être adopté à la COP 15 à Montréal, il a été demandé aux pays membres, aux États membres, de pouvoir décliner dans leur législation, n'est-ce pas, cette possibilité-là de reconnaître juridiquement les efforts que les communautés locales, les peuples autochtones fournissent pour, n'est-ce pas, conserver la biodiversité dans des zones autres que les aires protégées. Voilà ce qui a apporté ma réflexion, beaucoup plus était axé sur ça. Mais il y avait deux éléments, parce qu'il fallait peut-être expliquer les critères. C'est quoi les AMC? Et maintenant, voir comment dégager les critères d'identification. Et quels sont, comment un site peut partir des zéros jusqu'à arriver à être validé. Donc ça commence d'abord comme un site potentiel, un site où on identifie. Et c'est sur le travail que les différentes études déjà... Justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser qu'il y a des critères déjà définis pour justement identifier un site et les déclarer AMEC, par exemple? Le groupe, il est vrai que ces critères-là ne sont pas encore déclinés au niveau interne, au niveau du pays. Mais le groupe de travail sur les AMEC, de la Commission mondiale des aires protégées a fixé déjà les lignes directives. Vous connaissez bien que cette commission-là est l'une des commissions techniques de l'UICN. Il y a des critères qui ont été élaborés de manière globale. Et nous pouvons citer que ces sites-là ne doivent pas être une aire protégée. Ça, c'est le tout premier critère. On exclut tout ce qui s'est fait dans les aires protégées. Parce que nous disons que ce sont des mesures efficaces qui se font en dehors des aires protégées. Et deuxièmement, ces sites-là doivent être géographiquement délimités, c'est-à-dire un travail de cartographie doit être fait. Et après, ça ne doit pas seulement être un site bien délimité, mais ça doit avoir des valeurs de conservation à pouvoir préserver. Et donc, ce sont là quelques critères en liminaire, nous pouvons bien citer, qui permet à identifier une AMC. On peut penser aujourd'hui que la RDC a vraiment besoin de formaliser les APAC qui existent déjà. Est-ce qu'il y a nécessité vraiment de légiférer sur ces APAC pour leur accorder ou donner un statut particulier? Tout à fait, parce que la question des APAC ou des AMC, en fait, ce sont des engagements que l'État a pris au niveau international. Nous l'avons dit en liminaire, l'État est obligé d'internaliser ou de décliner tout ce qu'il prend comme engagement au niveau international. Et cela est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse reconnaître cet aspect de choses. Je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui, la question de la préservation
de la biodiversité, c'est comme un oiseau qui doit voler avec ses deux ailes. On ne doit pas seulement voir ce qui s'est fait dans les aires protégées, mais on doit aussi considérer ce que les communautés locales font, ce que les secteurs privés, par exemple, à travers les concessions industrielles de bois d'œuvre, dans les séries de conservation. Tout cela doit être comptabilisé. C'est qu'aujourd'hui, vous savez mieux que moi, la ruée qu'il y a dans le monde de la conservation aujourd'hui, les concessions de conservation qui s'élancent dans la séquestration et tout. Il est vrai que nous voyons plus les aspects climatiques, mais la question de la biodiversité est dedans. Et donc toutes ces initiatives-là, et même les initiatives privées de conservation, tout cela doit être comptabilisé pour qu'on atteigne cet objectif quantitatif et très ambitieux de 30-30. Mais il y a déjà tout un arsenal de lois qui existent, notamment la loi sur la conservation, il y a la loi des codes forestiers, il y a plusieurs lois, notamment même la toute dernière qui a été promulguée par le chef de l'État, celle qui pour la promotion des droits des peuples autochtones, et ainsi de suite. Mais tout cet arsenal ne suffit pas. Faudrait-il encore avoir des lois particulièrement dédiées aux impacts? Vous lisez la loi sur la conservation de la nature, parce que c'est ça, vous l'avez cité, c'est de ça qu'il s'agit. Le contenu de cette loi-là ne règle que la question des aires protégées, la question de la gestion des aires protégées. Vous voyez? Donc, je peux le considérer comme une loi qui ne règle qu'une partie de la conservation de la nature. Et maintenant, nous avons appris qu'il y a une initiative de modification au niveau du Parlement de la loi sur la conservation de la nature. Malheureusement, elle ne porte que sur le conflit homme et faune. Mais nous voulons, dans le cadre du COSPAB, dans le cadre de notre plateforme, travailler, mener un plaidoyer que nous avons déjà commencé pour rendre holistique et globale cette révision. Parce que nous avons pensé qu'on ne peut pas modifier toute une loi seulement pour un seul aspect, des conflits hommes et faune. Il y a plusieurs questions qui doivent... D'abord, il faut faire un diagnostic de cette loi-là, qui aura bientôt 10 ans sans mesure d'application et qui ne règle que les aspects des aires protégées. Il faut insérer la question de la conservation de la biodiversité in situ, en dehors des aires protégées, qui n'a pas été prise en compte. Je vous cite l'exemple, le cas des concessions forestières, par exemple, des communautés locales, qui vont dans la conservation de la nature. Parce que vous savez que la foresterie communautaire en RDC, elle est multi-usage. Donc une concession peut aller dans la conservation, peut accepter la conservation de la nature comme étant mode de gestion ou mode d'exploitation. Vous lisez l'arrêté 025 qui porte sur ces aspects de choses, je crois que ça doit être l'article, si je ne m'abuse pas, l'article 65, ça renvoie à la législation en vigueur. On vous dit que si une communauté attributeur d'une CEFCEL veut se lancer dans la conservation, il doit se référer à une loi, à une législation. Mais si vous interrogez la loi sur la conservation de la nature, rien n'a été dit dans ce sens-là. Vous voyez? Et nous pensons que cet aspect de choses doit être intégré dans la révision actuelle. La question des droits humains aujourd'hui, autour des aires protégées, c'est une thématique émergente qui n'a vu le jour qu'après le plaidoyer mené, je crois, vers les années 2018, ici, avec APEM et ses partenaires. Et donc aujourd'hui, vous avez tout un cadre institutionnel qui existe. L'ICCN a une cellule de droits humains, il y a le guide standard de mécanisme de gestion de plaintes, il y a des projets pilotes et tout. Mais ces principes-là doivent être portés par une loi pour leur rigidité. Et donc, il y a la question des AMC aujourd'hui. Comment les décliner? Quelle est la législation appropriée? C'est bel et bien cette loi de la conservation de la nature. Et donc, beaucoup d'éléments additionnels à renforcer à cette proposition-là. Et nous pensons que la Commission ou le Parlement qui travaille sur cette modification va devoir comprendre qu'il faut associer, au-delà des éléments proposés par
les députés initiateurs, il faut également ajouter les autres aspects qui sont très importants et qui rendraient holistique et assez globale cette revision de la loi qui est très très importante. Quelles sont vos attentes par rapport à ces dialogues? Les attentes par rapport à ces dialogues, c'est que nous puissions avancer. Parce qu'on est à la phase très très préliminaire, on n'a pas encore commencé. Je pense que ces dialogues avec l'UICN va devoir booster le pays vers non seulement la reconnaissance, mais le montage d'un cadre institutionnel et légal sur les AMC. Je crois que c'est très important et l'État congolais a intérêt de pouvoir reconnaître cela parce que les AMC ne se créent pas. Les AMC existent. Il est seulement question de les identifier, il est seulement question de les cartographier et de les reconnaître. Souvent vous parlez des AMC et autres mesures. Quelles sont ces mesures-là réellement? Autres mesures de conservation. Mais quelles sont ces mesures? Il a été prouvé que la meilleure conservation, c'est celle qui s'est faite par les communautés locales et les peuples autochtones. Parce que si nous avons créé des aires protégées, parce que nous avons trouvé la biodiversité, si aujourd'hui on identifie des zones prioritaires, pouvons demain aller dans le sens d'étendre les aires protégées, parce qu'il y a des gens qui vivaient là-bas. Ce sont ces efforts-là qui sont considérés comme les autres mesures. Dans les secteurs privés, par exemple, nous avons cité le cas de concessions industrielles de coupe de bois. Dans leur plan d'aménagement, il y a toujours une série de conservations qui est observée. Et donc, ce sont des mesures parce qu'il y a de règles de gestion autour de ça. Lui-même, bien que contractant avec l'État de pouvoir extraire le bois, mais il se prive d'aller là-bas tout simplement parce que dans son plan d'aménagement, il lui est interdit de pouvoir couper dans ces zones-là. Ce sont des mesures qu'il faut reconnaître. Le cas des autres secteurs privés, je peux citer les autres sociétés commerciales, par exemple, qui se lancent dans la conservation de la faune. Ce sont des autres mesures. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ces mesures-là sont comptabilisées? Nous, nous sommes fixés dans nos différentes législations, je cite le code forestier ainsi que la loi relative à la conservation de la nature, d'aller jusqu'à 15% du territoire national. Aujourd'hui, on est presque à 13,5%. Et donc, si nous voulons étendre jusqu'à 30%, je ne pense pas qu'on le ferait seulement avec les aires protégées. On doit associer ces autres mesures-là pour faire un bloc. Et moi, je plaide pour qu'il n'y ait plus des extensions des aires, des créations des aires protégées. Pour quelques raisons que je peux bien citer. Premièrement, la question de la procédure. Elle est très laborieuse aujourd'hui. Pour créer une aire protégée, avec toutes les mesures de sauvegarde, qui n'existaient pas avant. Avant, c'était un président de la République qui est à Kinshasa ou à Gbadolite qui pouvait se décider de classer une forêt ou de créer une aire protégée à des milliers de kilomètres, sans enquête, sans quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a des sauvegardes. Et je pose la question, qui peut à l'heure actuelle accepter qu'on puisse ériger dans sa forêt à lui une aire protégée? Personne aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe autour de la gestion des aires protégées, les conflits qu'il y a entre les communautés et les gestionnaires, les violations des droits humains, l'absence des activités alternatives. Tout cela fait en sorte que les gens ne sont pas, ne sont pas incités à aller vers la conservation classique ou la conservation qu'on qualifie de policière. Vous voyez, moi, ce que je proposerais, c'est que le 13% que nous avons dans les aires protégées soit d'abord consolidé. Il faut le dire aujourd'hui que il est vrai que c'est comptabilisé comme ça, mais à l'intérieur, vous remarquerez qu'il y a un problème.
un problème de viabilité de certaines aires protégées aujourd'hui. Hein? Il y a des aires protégées qui n'existent que de nom. Ils sont menacés par la démographie aujourd'hui, la forte pression anthropique et l'exploitation industrielle qui empiète et tout, et beaucoup de choses autour des aires protégées. Il faut plus travailler sur la viabilité de l'existant que d'étendre ou que de créer d'autres. Parce qu'on n'est même pas sûr, si on vérifiait réellement, on pourrait atteindre réellement ces 13,5% dont on fait addition. Merci beaucoup. Je vous remercie.